Bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire lepetitjournal.com. Vous êtes encore très nombreux à avoir choisi de nous rejoindre pour évoquer aujourd'hui le thème de l'investissement immobilier en résidence. Nous sommes avec nos partenaires du groupe Résidétudes, nos expertes Léa Callan et Marion Fougeret qui vont répondre à toutes vos questions. On vous attend nombreux pour justement poser vos questions. On essaiera d'aborder tous les sujets. On a à peu près une heure devant nous. N'hésitez pas donc à poser vos questions, à dire également qui vous êtes, nous saluer, dire un petit bonjour. On est là pour vous donner toutes les informations. On est vraiment ravis parce que vous êtes déjà plus d'une cinquantaine là en direct et j'espère que vous serez encore plus nombreux et qu'on puisse aborder tous les sujets qui vous intéressent dans ce domaine. Sachez que ce webinaire sera également disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à toute l'émission, vous pourrez la retrouver en replay, ou si vous voulez la faire connaître à certains de vos amis qui peuvent être intéressés, ça sera possible. Donc, ultérieurement, il sera toujours disponible, bien entendu. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com dès la fin de journée, dès demain, pour retrouver les premières informations. Et puis, bien entendu, sur le site et les réseaux sociaux de notre partenaire Résidétudes. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue Marion et Léa. Donc, Marion Fougeret et Léa Callan, qui sont conseillères clientèle internationale Expat Invest, salariées du groupe Résidétudes. Je vais peut-être, Léa, vous laisser vous présenter le groupe dans un premier temps. Oui, alors bonjour à tous, Léa Callan, conseillère clientèle Expat Invest pour la clientèle non résident et salariée du groupe Résidétudes. Donc, je suis accompagnée de ma collègue Marion Fougeret qui justement s'occupe également de la clientèle expatriée. En tout cas, merci à tous. Bonjour à tout le monde aussi. Bonjour Hervé. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à cette invitation et merci au Petit Journal de nous avoir invités. Alors, pour nous présenter en quelques mots, Résidétudes est leader aujourd'hui sur le marché de la résidence urbaine de service. Depuis maintenant plus de 30 ans, nous proposons des projets d'investissement immobilier locatif où l'on accompagne nos investisseurs du début jusqu'à la fin. Nous sommes promoteurs, commercialisateurs, gestionnaires exploitants et surtout revendeurs. Expat Invest fait partie du groupe Résidétudes, c'est vraiment le département dédié à nos investisseurs expatriés. Parfait, très bien. Alors pour l'instant, je vous redis, essayez de poser vos questions. Léa et Marion sont là pour y répondre. Faites-nous un petit coucou. Je vois que vous êtes assez nombreux à être là. Dites-nous un petit peu où vous êtes. Peut-être certains d'entre vous en Asie, et il est la fin de journée, et d'autres aux Amériques, et il est le début de journée. Merci de nous avoir rejoints. Pour commencer, peut-être pour planter un petit peu le décor et le débat, Léa et Marion, il serait intéressant de se dire qu'aujourd'hui, dans cette période de doute économique suite à cette crise post-Covid, est-ce que l'investissement immobilier, c'est un bon investissement? Est-ce que son attrait est renforcé? Et pourquoi est-ce que faudrait privilégier plus la pierre que des supports bancaires, par exemple? Oui, alors tout à fait. L'immobilier, dans cette période qui est assez particulière, qui est une période de doute économique, l'immobilier traverse quand même assez bien en fait cette situation. C'est vrai qu'on fait ces projets aussi d'une manière différente peut-être que des projets d'investissement plus classiques. L'intérêt d'un projet immobilier, c'est justement une projection qui est quand même sur un moyen long terme. Donc c'est vrai que l'impact d'une crise économique ou d'un choc tel qu'on le traverse aujourd'hui n'est pas du tout le même que sur d'autres types de supports. Donc ça reste toujours aujourd'hui évidemment une valeur intéressante et un bon projet en termes d'investissement. Si on fait un petit peu le point donc de manière générale sur les possibilités d'investissement justement aujourd'hui, on va avoir tout ce qui est dans le secteur bancaire. Donc là, notamment à travers le livret A, l'assurance vie. Alors, livret A, c'est pas pour la rentabilité, c'est surtout pour la disponibilité des liquidités. L'assurance vie, alors si on parle surtout en fonds euro garantis, donc c'est-à-dire le plus sécurisé, on se retrouve avec des taux de rendement qui
qui sont, allez, en restant optimistes, à 2% net, mais qui ont quand même bien été impactés par cette crise actuelle. En termes de placement bancaire, il va y avoir aussi tout ce qui est actions et bourses. Donc là, on sort complètement de l'idée de sécurité, avec des rendements qui peuvent être plus importants, mais qui sont beaucoup plus sensibles à des chocs ou des crises économiques telles qu'on les rencontre aujourd'hui. Pour faire un petit peu compléter ce tour d'horizon, il existe aussi des statuts un peu hybrides, donc ce qu'on appelle la pierre papier, notamment les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier. Donc là, ce sont des parts que l'on achète dans des sociétés qui sont propriétaires de biens, enfin, d'un parc immobilier. Donc c'est un peu différent, c'est une autre forme d'investissement. On n'est pas propriétaire parce qu'il n'y a pas d'acte notarié, donc on est propriétaire de parts. Ça a ses avantages parce que ça permet un ticket d'entrée qui est quand même relativement bas, donc c'est facilement accessible. En revanche, il va quand même y avoir pas mal de charges à considérer, des frais d'entrée, frais de sortie, des charges de gestion, etc. Et d'autre part, le rendement n'est jamais garanti puisqu'il ne va dépendre uniquement que des performance de la société qui possède ces biens immobiliers-là. Donc ça, c'est vraiment les différents supports qu'il peut y avoir. Et donc, il reste évidemment l'investissement immobilier, l'investissement pierre, qui aujourd'hui, dans une situation telle qu'on le connaît aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est une valeur sûre, c'est une valeur qui est beaucoup plus stable, qui offre quand même le meilleur ratio rendement-risque. De manière générale, les Français privilégient toujours la pierre et ce n'est pas par hasard non plus. Donc, c'est quand même des biens qui vont aussi se valoriser dans le temps. Alors, le sujet aussi un petit peu aujourd'hui, c'est vrai que l'investissement immobilier en tant qu'expatrié, c'est pas toujours simple. Il y a pas mal de choses qui peuvent freiner, notamment la distance, enfin, c'est ce qu'on nous dit souvent, le manque de connaissance du marché, le manque de temps parfois aussi. Et puis, il y a toute cette contrainte de gestion. On se dit comment est-ce qu'on va faire? Donc, c'est justement un petit peu le sujet de ce qu'on va pouvoir développer aujourd'hui. C'est les solutions d'accompagnement qui peuvent exister, notamment des solutions clés en main qui permettent de faciliter ce type d'investissement. Voilà. En termes de marché, Marion, c'est une projection, mais est-ce qu'on peut craindre un resserrement du crédit immobilier sur la suite de l'année 2020? Alors, le crédit immobilier, déjà, même pendant cette période économique de crise très particulière, de confinement, etc., le secteur bancaire a quand même bien poursuivi ses activités, malgré quand même un ralentissement. Il y a beaucoup de chômage technique, de télétravail, donc ça ralentit quand même, mais ça s'est quand même bien poursuivi. Il y a beaucoup de dossiers qui ont pu continuer. Donc, malgré cette crise, il y a quand même des indices qui indiquent environ, on va dire, 1 Français sur 6, donc 15% de Français ont toujours leur projet immobilier bien présent, donc ça c'est plutôt positif. Il y a quand même un impact, effectivement, c'est surtout là où l'impact principal, il va surtout être au niveau des conditions d'accès aux prêts immobiliers. Les conditions étaient déjà en train de se resserrer sur la fin 2019, début 2020, et ça va certainement se confirmer par rapport à la crise que l'on traverse actuellement. Donc, quand on parle des conditions d'accès aux prêts, c'est vraiment qu'elles vont être plus strictes, avec une attention beaucoup plus particulière sur les dossiers et sur les possibilités de financement. Ce qu'il faut quand même anticiper en tant que non-résident, c'est une réserve financière qui va être désormais quand même exigée. C'est bien d'anticiper que ce soit sous forme d'apport ou d'épargne, mais d'avoir en tout cas 20 à 30% de la valeur de l'investissement. Donc, soit ce sera mis dans l'opération, soit en épargne bloquée, mais il faut quand même, ça c'est quand même une chose à anticiper. Ce qu'on peut aussi observer sur l'impact de la crise actuelle, c'est une légère hausse. C'est vrai, une légère hausse au niveau des taux. Donc ça, on l'observe effectivement aujourd'hui. Cela dit, on reste quand même sur des taux qui sont très attractifs. Même s'il y a une légère remontée, on était sur des taux extrêmement bas et on reste toujours aujourd'hui sur des taux attractifs à ce niveau-là. Alors, on a nos premiers internautes qui posent des questions. Continuez, hein, soyez nombreux à poser des questions. Marion et Léa sont là pour vous. On a des internautes du monde entier. Je vois Istanbul, le Mexique, la Barbade. Ça fait rêver. Alexandre nous demande en fait s'il s'agit uniquement d'investissements en France ou hors de France, et également si l'accès au crédit immobilier est possible pour les expatriés.
Alors, je vais rebondir par rapport à la demande sur l'emprunt et puis je laisserai Léa répondre sur l'investissement en France. Au niveau de l'emprunt, donc comme je viens de dire, effectivement, l'accès à l'emprunt en tant qu'expatrié, c'est tout à fait envisageable. Après, ça va dépendre, comme je disais, de la situation. Donc là, ça demande de faire le point déjà là-dessus. Mais il y a effectivement certaines conditions, notamment sur le fait d'anticiper une épargne ou un apport. Ça, c'est une des conditions principales. Je te laisse rebondir. Alors, bonjour Alexandre. Alors, concernant votre question sur les projets possibles en France ou à l'étranger, alors c'est vrai que Résidétudes, on est vraiment spécialisé sur le marché national. On commence tout juste à se lancer sur les pays limitrophes comme la Belgique, le Luxembourg, etc. Mais c'est tout récent. Donc, c'est vrai que on commence. Alors, on ne sait pas si on en aura d'ici quelques années. On l'espère en tout cas. Développer également l'international. Pour le moment, on est vraiment sur notre cœur de métier. Le cœur de métier de Résidétudes reste le marché national. Alors, Maxime nous demande, quand vous parlez d'épargne bloquée, est-ce qu'il s'agit de transférer son épargne vers la banque avec laquelle on réalise le prêt immobilier? Qui veut répondre? Léa? Oui. Bon. C'est comme tu veux. Disons que pour rebondir là-dessus, vu que j'en ai un petit peu parlé, ça va vraiment dépendre des exigences des banques. Donc ça, après, c'est quand on rentre un petit peu plus dans la condition de la banque, dans le financement possible. Donc on pourra étudier tout ça plus en détail. Très bien. Nathalie, qui est à Valence, en Espagne, nous demande en fait, alors là c'est peut-être une question autour des prix de marché. Est-ce que on peut s'intéresser à l'investissement locatif sur la Côte d'Azur? Est-ce que vous avez déjà des produits? Est-ce que c'est une bonne région ou est-ce que c'est une région trop chère ou qui va connaître une belle évolution? C'est vrai que la Côte d'Azur, c'est ce qui est très demandé en ce moment par les investisseurs, comme des villes comme Bordeaux également, si on regarde sur d'autres secteurs au niveau de la France. Oui, c'est vrai que c'est très attractif. Maintenant, nous, en tant que promoteurs et gestionnaires exploitants, on propose des résidences un petit peu partout, que ce soit en Île-de-France, en région PACA ou autre. Donc ça, il faudrait qu'on puisse regarder ensemble. Si vous avez un projet locatif sur la Côte d'Azur, qu'on puisse regarder les disponibilités ensemble, si vous le souhaitez, Nathalie. Alors, n'hésitez pas, posez bien tous vos questions. On va essayer de répondre au maximum. On est à votre disposition. J'aimerais qu'on aborde peut-être, Léa, ce qu'est le LMNP. Alors, c'est pas facile à dire cet acronyme, mais je sais que toi, tu es une experte, donc tu vas pouvoir nous dire un peu plus précisément de quoi il s'agit. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler des avantages de la location meublée non professionnelle, appelée couramment le LMNP. Alors, en fait, il s'agit d'un logement d'habitation totalement meublé et équipé. Et aujourd'hui, ce statut séduit de plus en plus d'investisseurs expatriés, notamment via la résidence de services gérée. La gestion est confiée à un gestionnaire unique, en fait, qui va exploiter cette résidence, en gérer les services et verser aux investisseurs un revenu garanti à travers un bail commercial de 9 ans. Là, l'investisseur fait vraiment l'achat d'un bien immobilier meublé confié à un gestionnaire. Là, le groupe Résidétudes, qui est leader dans ce domaine, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, vous propose un investissement clé en main avec un rendement net de charges et d'impôts. Donc, c'est un rendement qui est garanti que le logement soit occupé ou non. Donc, c'est d'autant plus un placement qui est très sécurisant. Très bien, on a Anne-Sophie de Rome qui demande une précision, je pense que vous allez apporter. Elle demande s'il s'agit de location longue durée ou plutôt de location courte, saisonnière, type Airbnb. Alors, pardon, vas-y. Vas-y Marion, je te laisse. Ça va dépendre du type de résidence, puisque c'est vrai qu'on se situe donc sur trois types de résidences, tout ce qui va être les résidences étudiantes, les résidences appart-hôtels et les résidences seniors non médicalisées. Donc ces différents types de résidences vont s'adresser pour des périodes plus ou moins longues, en tout cas en termes de location. Cela dit, c'est vraiment le fonctionnement spécifique de la résidence-service, c'est que pour le propriétaire, c'est dès le départ, il y a déjà un locataire et le locataire, c'est le gestionnaire, donc Résidétudes. Donc, c'est totalement différent de la location saisonnière telle que Airbnb ou ce genre de choses.
On a une question d'Alexandre qui demande quel contrat d'assurance porte la garantie de loyer que vous évoquez? Alors, la garantie de loyer qu'on évoque, elle est stipulée déjà sur un contrat, ce qu'on appelle le bail commercial, qui va être contracté pour une première période de 9 ans et qui va vous garantir justement votre loyer, qui va vous sécuriser votre loyer, que le logement soit occupé ou non. En fait, c'est finalement le gestionnaire, c'est Résidétudes, qui va devenir votre locataire. Et c'est bien sur ce bail qu'est inscrit toutes les charges qui vous reviennent en tant que propriétaire et les charges qui reviennent au gestionnaire. En tant que propriétaire, les deux seules charges que vous aurez à retenir, c'est la taxe foncière, puisque vous restez propriétaire de votre appartement, et les futurs gros travaux de ravalement et de toiture. Pour tout ce qui concerne le reste, c'est-à-dire les charges de copropriété, les frais de syndic, les charges qu'on peut avoir, les travaux, les réparations, l'entretien qu'on peut avoir pour votre logement, tant dans les espaces privés que dans les espaces publics, et même les assurances, c'est Résidétudes qui les prend à sa charge. Donc là, on est vraiment sur un investissement, comme je vous le disais tout à l'heure, clé en main, avec aucune charge, aucune surprise finalement. Très bien. Peut-être justement, ça permettrait de redéfinir un peu ce qu'est un investissement immobilier dans une résidence service, Marion. Tout à fait. Alors, effectivement, le fait de devenir propriétaire donc dans un appartement au sein d'une résidence avec service, c'est l'avantage justement de cet accompagnement, puisque tout va être pris en charge. Donc, ça va reprendre un petit peu ce que disait Léa. Alors déjà, la première chose, c'est que tout au long de votre projet d'investissement, donc de A à Z, vous n'allez avoir qu'un seul interlocuteur. Donc, votre interlocuteur unique, en l'occurrence, ce sera Résidétudes. Donc, dès le départ, avec l'étude du projet par rapport à votre cahier des charges, vos objectifs. Ensuite, donc, la sélection de l'appartement. Là, on parlait tout à l'heure de localisation. Donc, ça, c'est ce qu'on va pouvoir étudier à ce niveau-là. Dans une première étape, c'est donc la signature d'un contrat préliminaire de réservation qui permet de bloquer donc l'appartement qui aura été sélectionné. Il y a également un accompagnement donc sur tout ce qui est financement, recherche de financement auprès de nos partenaires, et puis la signature donc définitive de l'acte authentique de propriété. Cet investissement, donc, ça passe, et c'est ça ce qui est très important, par la bonne gestion locative. C'est ce qui va garantir la tranquillité et la pérennité donc du projet. C'est vraiment la clé de voûte, c'est ce bail locatif. Donc, comme vient de le détailler un petit peu Léa, c'est qu'au moment de la réservation, vous allez également signer le bail locatif avec donc ces loyers réguliers qui vont être en augmentation chaque année par rapport au taux de l'IRL et aucune contrainte en matière de gestion, puisque votre locataire, c'est Résidétudes, et donc c'est Résidétudes qui va s'occuper de trouver des locataires et d'entretenir le bien. Ce loyer que vous allez percevoir, donc il est net de charge, puisque Léa l'a expliqué, donc tout ce qui est syndic, copropriété, assurance, entretien, ça c'est Résidétudes qui s'en charge, et donc pour vous, taxe foncière et article 606 pour le toiture et le ravalement. Il y a aussi l'accompagnement sur la déclaration de revenus auprès du cabinet comptable. Donc l'intérêt, en tout cas l'avantage d'investir sur ce type de projet, c'est que ça permet de réaliser cet investissement, mais de manière très simple et sereine, avec un accompagnement tout au long des différentes étapes. Alors, on a un cas pratique, je vais vous poser la question. Donc, c'est Tolga qui nous dit, je ne sais pas si il ou elle, pardon, je vous prie de m'excuser, je ne connais pas ce prénom, qui est en train de faire un investissement pour seniors non médical à Bodrum en Turquie, avec spa, salle de gym, resto, au standing. Et elle demande, est-ce que ce genre d'investissement est rentable? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre pour Bodrum en Turquie, mais peut-être en termes de marché et surtout de prestations. C'est vrai qu'à Bodrum, j'aurais plutôt vu une résidence tourisme plutôt qu'une résidence senior non médicalisée, mais bon, pourquoi pas. Tout dépendra en fait du gestionnaire avec lequel vous vous engagez ici. C'est-à-dire que il faut vraiment se renseigner sur la qualité, l'historique du gestionnaire. Savoir si il n'a jamais abandonné de résidence, si c'est un gestionnaire qui est solide sur le marché, qui a les reins solides pour pouvoir justement assumer toutes les charges qu'on peut avoir dans une résidence senior. Après, avec spa, salle de gym, resto et autres,
pourquoi pas. On gère aussi, Résidétudes gère des résidences seniors haut de gamme également, donc il y a une demande partout. Peut-être qu'à Bodrum, il y a une demande à ce niveau-là. Et au niveau de la rentabilité, il faudrait nous donner plus de détails sur le rendement, savoir quelle est la rentabilité qui a été garantie et quel type de bail vous avez également signé. Alors, par rapport à vos offres plus spécifiquement, Léa, on a Alexandre qui demande quelle est la rentabilité moyenne espérée par type de produit. Alors, en moyenne, chez Résidétudes, on est à peu près sur 4% de rendement net garanti. Quand on parle de net, j'inclus également le net d'impôt, parce qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé du LMNP, mais en grande majorité, le meublé, c'est essentiellement du géré. Et avec le géré, l'avantage, c'est que vous avez ce gestionnaire qui vous sécurise votre loyer, mais vous avez aussi un avantage essentiel, c'est la fiscalité. C'est-à-dire que pour faire simple, dans un investissement immobilier classique, les revenus locatifs sont imposés. Vous êtes soumis au taux minimum d'imposition de 20%. À cela s'ajoutent bien évidemment les prélèvements sociaux type CSD. Et l'exception à cette règle d'imposition, c'est justement ce statut, le statut du LMNP, qui est une solution qui vous permet d'échapper totalement à l'imposition. C'est un statut fiscal et un montage comptable d'amortissement qui vous permet justement d'y arriver. Ça vous permettra de défiscaliser vos revenus locatifs pendant minimum 20 ans ou plus, en fonction du mode de financement. C'est vrai qu'en règle générale, on a beaucoup de questions sur l'imposition et sur la fiscalité. C'est des points qui intéressent beaucoup nos non-résidents. Donc, on vous invite à ce moment-là à nous contacter directement si vous souhaitez une analyse complète de votre situation. On vous donnera à la fin de la présentation une adresse mail pour que vous puissiez nous contacter. Justement, autour de la fiscalité, Hassan demande quels sont les avantages et les inconvénients entre loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel, notamment lors de la revente sur la plus-value immobilière. Alors, le LMNP et le LMP, tout dépendra de votre situation, c'est-à-dire à ce niveau-là où vous en êtes, si vous avez possibilité de basculer justement sur le loueur meublé professionnel avec des revenus conséquents et de profiter justement de cette rente en tant que revenus principaux essentiellement. Donc ça, après, il faudra voir effectivement qu'est-ce qui peut être le plus intéressant en fonction de votre situation essentiellement et lors de la revente également. Marion, peut-être, quelle évolution on peut attendre autour de ce statut de loueur meublé non professionnel? Est-ce qu'il y a des débats et des discussions en jeu? Oui, alors le statut du LMNP, il faut savoir que c'est un statut fiscal qui existe quand même depuis de nombreuses années aujourd'hui et ça n'est pas une loi. Donc évidemment, le statut de LMNP, ce n'est pas un statut qui est figé dans le temps, mais qui aujourd'hui n'a pas vraiment de raison d'évoluer par rapport au débat actuel. Donc, c'est quand même un statut qui reste relativement stable. Ce qui, en général, est le plus souvent dans le viseur, en tout cas, de l'État et avec une remise en question un petit peu récurrente tous les ans ou tous les 2 ans, c'est surtout les lois, et notamment les lois de défiscalisation, ce qui n'est pas le cas du LMNP. D'accord. On a une question très concrète, précise de Romain qui dit doit-on payer la cotisation foncière des entreprises quand on est dans le cadre de LMNP? Alors, j'imagine peut-être que quand c'est un investissement en société. Alors, la cotisation foncière des entreprises est payée lorsque vous gérez vous-même un bien en direct. Ou alors par le biais d'une agence. Avec un gestionnaire, l'avantage, c'est que vous n'avez pas du tout d'impôt, ni même de cotisation foncière des entreprises à prévoir. D'accord, très bien. Quels sont les critères de rentabilité, justement, qu'on peut définir et auxquels s'attacher pour choisir son investissement? Ça, c'est effectivement très important. Donc, pour bien comprendre cette question-là, en fait, ce qu'il va falloir regarder, c'est surtout le rendement. Donc, pour comprendre ces calculs de rendement, c'est ce qui va justement permettre d'évaluer l'opération immobilière. Donc, ce calcul, c'est un calcul assez simple que l'on obtient tout simplement en divisant le loyer annuel par le prix du montant de l'investissement.
qu'on va multiplier ensuite par 100. Donc, dans un premier temps, ça va donner un rendement qui est brut, donc loyer divisé par montant d'investissement fois 100, le rendement qui sera donc brut. Ce qui est en deuxième lieu vraiment important, c'est de savoir sur ce rendement brut, qu'est-ce qui va vous rester à ce moment-là, puisque c'est quand même ce qui compte, c'est qu'est-ce qui vous reste à la fin. Donc, à ce moment-là, on va calculer le rendement net. Pour calculer le rendement net, à ce moment, on va donc déduire toutes les charges que vous allez devoir supporter en tant que propriétaire. On va les déduire sur le loyer. Donc, mettons des frais d'agence, les frais de syndic, les travaux, les assurances, etc. Une fois que vous allez avoir déduit toutes ces charges du loyer, à ce moment-là, vous faites le même calcul, vous divisez sur le montant de l'opération, enfin sur le montant d'investissement du bien, et vous multipliez par 100. Et à ce moment-là, ça va vous donner donc le rendement net. Qu'est-ce qu'il vous reste? D'accord, très bien. Merci pour cette réponse très claire, Marion. On a Daniel qui demande, Daniel Monsieur qui demande, avec la crise actuelle, les loyers résidétudes seront-ils tous bien payés? Il pense aux étudiants, aux seniors. Il s'inquiète. Vous pouvez le rassurer. Bien sûr. Alors, je vais répondre. Si Marion, tu voudras ajouter des éléments, n'hésite pas. Alors, avec la crise actuelle, oui, les loyers résidétudes ont bien été versés à ce jour, que ce soit sur l'étudiant ou le senior notamment. On a bien évidemment subi cette crise, comme tout le monde aujourd'hui. Maintenant, ce sont des secteurs, notamment l'étudiant et le senior, ce sont des secteurs où il y a une demande locative, où on a des résidents qui vivent toute l'année dans ces logements. Donc forcément, on n'a pas subi la crise dans le sens où nos résidences ne se sont pas vidées puisqu'elles étaient déjà remplies. Un senior ne va pas décider de quitter justement sa résidence senior pour aller ailleurs. Bien évidemment, il restera toujours locataire de son logement jusqu'à temps qu'il le peut et qu'il n'a pas besoin d'aller dans un établissement médicalisé ou à l'hôpital ou autre. Donc non, on n'a pas subi de difficultés à ce niveau-là. En tout cas, on a versé, je vous confirme bien qu'on a bien versé nos loyers à ce jour. Ludo demande quelle garantie que Résidétudes ne va pas abandonner la gestion d'une résidence pour la céder à un autre gestionnaire? Alors, Ludo, c'est une très bonne question. Et là, on en revient toujours à la qualité du gestionnaire, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que Résidétudes, c'est 30 ans d'expérience, d'expertise sur le marché. On est leader sur la résidence de service. Aujourd'hui, on compte plus de 30 000 logements gérés. C'est l'équivalent de 250 résidences sur toute la France. Et en 30 ans d'existence, justement, on n'a jamais abandonné une seule de nos résidences. Donc déjà, ça montre la qualité du gestionnaire. Ça, c'est un point très important. Donc, on n'a jamais évoqué un autre gestionnaire dans nos propres résidences et dans nos propres gestions. La qualité d'un gestionnaire, c'est également sur le versement des loyers. C'est-à-dire qu'on répond à nos engagements qui est le versement, justement, des loyers. Par le bail commercial. C'est grâce au bail commercial, le contrat écrit qui va vous garantir votre loyer. Mais au-delà de ça, la qualité du gestionnaire est très importante. C'est comme quand vous allez vous-même gérer votre appartement, un appartement locatif. Vous allez forcément prendre le meilleur locataire avec les meilleures garanties, etc. Vous allez prendre finalement le meilleur dossier. Et bien là, c'est pareil. Il faut prendre vraiment, s'engager avec le meilleur gestionnaire. Ça, c'est très important. En tout cas, c'est le conseil que j'ai à donner à Ludo. D'accord, très bien. Alexandre pose plusieurs questions. La première étant, quel est le délai entre l'investissement réalisé et la perception des premiers loyers? Alors, le délai entre le moment où vous réalisez l'investissement et où vous percevez vos loyers, à partir du moment où la résidence est ouverte et où elle accueille des locataires, vos loyers sont versés. On disait tout à l'heure, ils sont versés donc trimestriellement. Donc, à l'issue de chaque trimestre, vous percevez le montant des loyers, mais il n'y a pas de délai d'attente entre l'ouverture de la résidence et le moment où vous percevez vos loyers. En tout cas, si j'ai bien compris la question. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a un montant minimum d'investissement, un montant moyen? Est-ce que c'est ouvert finalement à tout le monde? L'investissement immobilier
d'ordre général, de toute façon, est à la portée de tous. Hein. Tout dépendra maintenant de votre profil et de vos différentes capacités financières essentiellement. En termes de ticket d'entrée, aujourd'hui, on sera sur un ticket moins élevé sur l'étudiant que sur le reste. Bon, là, on pourra justement voir ensemble quelles sont vos capacités financières et voir également quels sont vos objectifs. Hein. Est-ce que c'est plutôt une constitution de patrimoine immobilier ou alors plutôt une constitution d'une épargne pour un projet futur, ou s'il s'agit essentiellement de sécuriser une future retraite avec des revenus réguliers garantis ou bénéficier d'avantages fiscaux intéressants comme avec le LMNP qu'on a pu vous évoquer, ou si on est plutôt sur un objectif de protection de votre famille ou de transmission aux enfants. Donc là, vraiment, l'investissement immobilier locatif aujourd'hui touche tout type de profil et on a de plus en plus de profils très jeunes maintenant. Nathalie demande, est-ce qu'on peut investir en pensant que dans quelques années, on peut récupérer l'appartement pour nous-mêmes? Et si oui, dans combien de temps? Ok. Alors bonjour Nathalie, pour répondre à cette question, comme ce qu'on disait un petit peu au départ, nous ce que l'on propose c'est vraiment dans une optique d'un investissement immobilier dans le but de faire de la location. C'est vraiment pour du locatif. Donc l'objectif de ce type d'investissement n'est pas d'en faire une résidence principale. Ça n'est pas du tout le même objectif au départ. De manière très très simple, on ne va pas du tout choisir d'ailleurs les investissements de la même façon si on est dans un but donc d'investissement locatif ou de résidence principale. Donc non, pour répondre à cette question, ces investissements ne sont pas destinés à être récupérés pour y habiter soi-même. En revanche, en tant que propriétaire chez Résidétudes, puisque vous faites partie du réseau, vous pouvez bénéficier de certains avantages en tant que propriétaire. Donc, notamment si vous revenez en France, que ce soit sur une période plus ou moins longue et que vous souhaitez loger notamment dans les résidences type appart-hôtel, à ce moment-là, vous pouvez avoir certains avantages en tant que propriétaire. Ou encore, si mettons vous avez des enfants qui souhaitent faire leurs études en France, à ce moment-là, il y a une priorité d'accès dont vous bénéficiez et vous pouvez choisir n'importe laquelle des résidences. Donc, si vous permet de sécuriser l'investissement locatif, mais d'avoir quand même ces avantages dont vous pouvez bénéficier. Clémence demande, concernant le bail commercial, que se passe-t-il à la fin des 9 ans? Puis-je continuer à percevoir les avantages liés au statut? Alors, tout à fait. Donc, le bail commercial que l'on propose chez Résidétudes, c'est un bail donc pour une première période qui est de 9 ans, avec les conditions qu'on a expliquées plus tôt. Et c'est un bail qui, au bout des 9 ans, se reconduit automatiquement par tacite reconduction, donc aux mêmes conditions. Il n'y a pas de resignature d'un nouveau bail derrière. Donc, évidemment, tant que vous êtes propriétaire du bien et que vous souhaitez le conserver, on continue à être votre locataire et à vous verser des loyers aux mêmes conditions de départ. Donc, c'est simplement... ça se poursuit simplement. Parfait. Ludo nous demande comment se passe la revente, si besoin, après quelques années. Est-ce que c'est Résidétudes qui se charge de la revente? Bon, là, c'est vraiment libre à vous, hein, Ludo. Soit vous passez par nos services, et là, dans ce cas-là, c'est un accompagnement gratuit pour vous aider à vendre votre appartement, puisque nous, en tant que conseiller, on va pouvoir proposer votre logement à un autre investisseur qui serait intéressé. Maintenant, vous êtes libre. Hein, le LMNP signifie liberté, donc vous pouvez également le vendre à la fois de votre côté, donc par le biais d'une agence, sur Internet ou autre. Très bien, on arrive presque à peu près à la moitié du webinaire. Continuez à poser vos questions. On va continuer évidemment, Léa et Marion vont continuer, nos experts vont continuer d'y répondre. Peut-être serait intéressant d'avoir un petit peu un aperçu, Léa ou Marion, finalement les grandes différences entre l'immobilier classique avec une agence et puis l'investissement que vous proposez en LMNP. C'est vrai que comparer les deux solutions existantes sur le marché n'est pas forcément évident. Donc, on a d'un côté l'investissement immobilier en location via agence. Ce que je vous disais tout à l'heure, en tant qu'expatrié, n'étant pas sur place, vous allez le plus souvent passer par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Et de l'autre côté, on a la formule d'investissement en LMNP gérée en résidence de service. Donc, dans les deux situations, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes propriétaire d'un appartement, d'un logement qui est bien identifié au sein d'une résidence. La différence essentielle, c'est l'intermédiaire qui va gérer ce logement. Alors, en agence immobilière, vous allez signer ce qu'on appelle un mandat de gestion.
Donc, vous aurez ce confort de gestion par le biais d'un professionnel, c'est-à-dire que c'est l'agence ici qui va effectuer les démarches en votre nom. Ce confort de gestion a un coût. Ces frais vont dépendre des prestations que vous allez demander. Il peut s'agir d'accompagnement administratif, juridique, assurance pour vos loyers, par exemple, tout ce qui est travaux et réparations. Donc, ces frais vont donc varier, en fait, puisque vous restez dépendant des conditions de l'agence immobilière avec laquelle vous vous engagez. À la différence de la résidence gérée, où là, vous signez un bail commercial, donc, comme on a pu vous l'expliquer tout à l'heure. Vous n'avez qu'un seul interlocuteur et c'est l'exploitant qui devient votre locataire et qui va se charger de vous verser votre loyer. C'est ce qui fait que de plus en plus d'expatriés choisissent cette solution puisqu'on est vraiment sur un confort de gestion. Le LMNP géré, c'est essentiellement une obligation de résultat parce que c'est le gestionnaire qui est responsable de la gestion. Alors que sur l'immobilier classique, c'est une obligation de moyens parce que c'est vous, en tant que propriétaire, qui restez responsable. Aujourd'hui, c'est vrai que toutes les lois sont en faveur du locataire. Vous n'avez aucune garantie de loyer, aucune garantie de récupérer votre appartement en bon état, etc. Donc, c'est vrai que c'est des points auxquels il faut être très vigilant en tant que propriétaire investisseur. Autre point, et ça sera le dernier, c'est tout ce qui concerne le fait de pouvoir bénéficier aujourd'hui en locatif classique de ce logement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas sur place, c'est-à-dire en France, vous souhaitez le mettre en location, mais que demain ou dans un avenir plus loin, vous souhaitez avoir une résidence principale ou alors une résidence secondaire, l'avantage, c'est que vous avez cet appartement et vous pourrez y loger. Alors ça, c'est dans l'investissement classique. C'est vrai que pour une habitation principale, on n'a pas forcément les mêmes critères de localisation, d'exposition, etc. Donc ça, c'est aussi des points à prendre en compte. Alors que là, la solution à l'MNP gérée en résidence de service, c'est du locatif et ça a pour vocation à n'être que du locatif, pour le coup. Parfait. On a une question de Caroline qui demande en fait quelle est la différence entre le statut donc LMNP ou le programme Censi-Bouvard, la loi Censi-Bouvard. Quels sont les avantages, les inconvénients? Je sais pas, Marion, si tu veux. Oui, tout à fait. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le LMNP, donc c'est le statut fiscal. L'avantage en Censi-Bouvard, c'est une loi de défiscalisation qu'il est possible de prendre sur la location meublée non professionnelle. En revanche, le Censi-Bouvard, c'est intéressant, enfin ça pourrait l'être, après ça demande à être étudié, mais c'est principalement si vous êtes résident fiscal en France. Sinon, ça n'a aucun intérêt puisqu'il s'agit d'une réduction d'impôt dont vous pouvez bénéficier en pourcentage du montant de l'investissement. Donc, en tant que non-résident, l'avantage qui vaut mieux choisir, c'est celui du LMNP puisque là, ça vous permet de bénéficier aussi de l'avantage fiscal, mais notamment celui de ne pas avoir de fiscalité sur vos loyers. Donc, le Censi-Bouvard, en tant que non-résident, on ne va pas vraiment proposer cette solution-là. Ça ne s'adresse pas aux non-résidents si on n'est pas fiscalisé en France. Alors, on a une question plus autour de la gestion posée par Laetitia, qui évoque la galère des règles de copropriété, des assemblées générales, qu'on évite avec Alors, est-ce qu'on évite cette galère avec un gestionnaire en résidence-service et quels sont les autres avantages finalement que vous apportez dans la gestion? Tout à fait, effectivement, c'est une bonne question, mais c'est bien de relever tout ça. L'avantage, c'est que ça vous permet d'éviter toutes ces contraintes-là, puisque votre seul interlocuteur et votre locataire, c'est Résidétudes, et donc c'est Résidétudes qui va gérer toute la résidence. Donc, vous n'avez pas ces soucis de gestion, de copropriété, etc. Donc, ça simplifie vraiment le projet et aussi, voilà, le loyer est net. Il n'y a pas toutes ces charges à venir retirer. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là de simplifier et de rendre ces projets d'investissement de manière sereine et sécurisée. Une question, quelqu'un demande, Ludo demande, avez-vous des locataires institutionnels ou qui sont vos locataires? Eh bien, Ludo, très actif sur le chat, c'est très bien. Oui. Oui, on peut avoir des locataires institutionnels, des sociétés, etc. dans nos résidences, bien évidemment.
Très bien. Maxime demande un des avantages une des possibilités du LMNP sur les amortissements de travaux pendant plusieurs années. Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions peut-être? Donc, vas-y, pardon. Je t'en prie. Là, de toute façon, on va amortir à la fois l'immobilier et le mobilier. Donc c'est pas, on va pas utiliser cet effet des travaux puisqu'on va directement amortir donc cet immobilier et ce mobilier, ce qui équivaut à une période d'amortissement qui est sur 20 ans au minimum. Donc tout dépend aussi du financement puisqu'on peut rallonger cette période d'amortissement. Mais disons qu'en tout cas, sur 20 ans au minimum, il n'y a pas de fiscalité sur les loyers. Donc, on ne va pas utiliser cet aspect travaux, c'est pas nécessaire. Voilà, la fiscalité, en fait, ici, elle est vraiment égale à 0 grâce justement à cet amortissement comptable. Et on n'aura pas les travaux, on aura juste l'immobilier sur 20 ans, le mobilier sur 10 ans et ensuite les intérêts du prêt également. D'accord. Alors, on a une question précise. Je cherche à investir pour ma future retraite. Cette formule pourrait-elle correspondre? Tout à fait. Alors effectivement, ce qui est important, c'est de bien définir l'objectif, en tout cas les différents objectifs que vous avez sur ce projet-là. La retraite, c'est un sujet qui est très important, surtout quand on est non-résident, parce qu'on n'est pas toujours, peu d'expatriés cotisent encore en France. Donc ça, c'est vraiment le sujet important. Effectivement, l'investissement immobilier, ça répond à cet objectif-là, dans le sens où ça va vous permettre justement de générer un revenu complémentaire pour la retraite future. Et le fait de le faire donc en étant accompagné, c'est ce qui vous permet aussi la tranquillité au moment de votre retraite, sans avoir de soucis de gestion derrière à faire là-dessus. Donc oui, ça répond tout à fait à ce besoin et cet objectif-là. Alors, nos internautes sont des expatriés, donc ils se posent parfois des questions liées à la distance. J'ai une question qui dit comment, si je fais le choix de l'investissement neuf, comment suivre l'avancement des travaux étant à distance et quelles sont les garanties que mon logement soit livré? Alors, c'est une très très bonne question, effectivement, puisque si on investit, si vous décidez en tout cas d'investir sur du neuf, alors maintenant on a le choix avec Résid'Études, sachez qu'on peut investir à la fois sur du neuf et sur de l'ancien. Le logement neuf est très réglementé en France, donc c'est pourquoi tous nos chantiers sont garantis par une banque, c'est ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement. C'est-à-dire que si le promoteur met la clé sous la porte, vous avez la garantie que la construction sera terminée donc par une banque qui se portera justement garant. Et avec le cercle Résid'Études, vous pourrez suivre l'avancée de votre chantier avec des photos qui sont publiées régulièrement. Petit aparté sur le cercle Résid'Études, c'est un site qui est dédié uniquement à tous nos propriétaires. Il est possible justement de suivre l'avancement des chantiers, mais aussi de bénéficier de nombreux avantages et d'être informé en avant-première de nos actualités et événements. D'ailleurs, quand vous faites partie de ce fameux cercle Résid'Études, vous avez une priorité locative sur toutes nos résidences. Comme l'avait expliqué tout à l'heure Marion, si vous avez besoin d'une résidence étudiante pour un de vos enfants qui est amené à étudier en France, bien évidemment, il aura cet accès privilégié. Alors, avec la crise, est-ce que finalement, il faut plus se tourner vers des résidences étudiants, seniors, appart-hôtels? Quelles sont les différentes différences, Marion, et avantages, et puis peut-être une différence aussi entre les résidences EHPAD, les résidences seniors? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Tout à fait. Alors, on va pas privilégier un secteur plus qu'un autre, puisqu'au niveau du fonctionnement et au niveau du bail locatif, ce sera exactement la même chose. C'est vrai qu'on l'a expliqué un petit peu. Donc, le marché de la résidence service, c'est un marché qu'on connaît bien et depuis longtemps. Donc, on a aussi traversé différentes crises qui ont d'ailleurs pu impacter chaque secteur à différents moments. Mais on a toujours pu honorer les engagements par rapport à ça. Par rapport aux différents marchés, donc le premier marché par rapport c'est l'étudiant. Ça, c'est vraiment notre marché historique et ça reste même aujourd'hui dans cette période un secteur avec une forte demande qui est en constante augmentation. On parlait donc chaque année, c'est environ aujourd'hui 1 600 000 étudiants qui cherchent un logement. Là, suite à la crise, il y a eu effectivement donc les étudiants ont quitté un petit peu plus tôt ces logements-là, mais ça on y est habitué. De toute façon, on arrivait sur la fin d'année. En revanche, les demandes pour la rentrée à venir sont les mêmes que dans les années précédentes. Donc ça, c'est plutôt positif sur la reprise et la
la nouvelle année scolaire. Le deuxième marché, donc c'est celui de l'appart-hôtel. Alors c'est un marché qui répond effectivement plus à un besoin économique qu'ont les sociétés à se déplacer. Cela dit, là aussi, il y a toujours de la demande là-dessus, puisque ça correspond aussi pour des séjours moyennes et longue durée. Ça peut permettre des stages, des missions, des formations, et également les séjours touristiques. Donc, ça reste un marché avec une demande locative, malgré la période que l'on vient de traverser. Ce qu'il faut savoir aussi, alors ces résidences appart-hôtel, il y en a certaines qui ont été fermées dès le départ. Je parle notamment du confinement. Beaucoup d'entre elles, ayant encore des résidences, sont restées ouvertes le temps que les résidents partent. Et là maintenant, donc ça va reprendre. Mais beaucoup se sont fermés donc au fur et à mesure. Et là réouvrent évidemment avec l'évolution de la situation actuelle. Le troisième marché, donc ça c'est celui du marché donc des résidences seniors non médicalisées. Je vais préciser après ce que c'est. Donc les résidences seniors non médicalisées, là c'est la situation actuelle nous a bien confirmé le besoin qu'il y a sur ce type de logement. Alors quand on parle de résidences seniors, effectivement, on pense il y a tout ce qui est EHPAD et puis les résidences seniors non médicalisées. La différence entre ces deux types de résidences, donc l'EHPAD, ça s'adresse à des seniors qui ont un besoin d'accompagnement médical. Donc c'est vraiment deux projets d'investissement différents. L'EHPAD et le senior non médicalisé, vous n'allez pas investir sur le même type de résidence ni sur le même type de bien. La résidence donc médicalisée telle que l'EHPAD, là à ce moment-là, les gens louent une chambre et une chambre qui doit être aussi donc adaptée, notamment avec du matériel médical, un personnel qui lui est qualifié et on loue donc simplement une chambre. La résidence senior non médicalisée, donc ce que l'on propose nous, ce sont donc des résidences qui s'adressent à des personnes autonomes. Ce sont des appartements où elles sont chez elles, avec une cuisine, une salle de bain, leur chambre, leur salle de séjour. Simplement, elles peuvent, si elles le souhaitent, bénéficier des services qui vont être proposés dans ces résidences. Mais elles sont chez elles font ce qu'elles veulent, elles peuvent ramener certains de leurs meubles, elles peuvent même ramener leurs animaux de compagnie. Le but de ces résidences, c'est vraiment une période de vie un petit peu intermédiaire entre la maison individuelle, où parfois on peut se retrouver un peu isolé et seul, et puis les résidences médicalisées s'il y en a le besoin. Donc c'est vraiment une période de vie intermédiaire, et puis ça permet d'éviter la rupture sociale, l'isolement, et en même temps de se sentir quand même chez soi en sécurité. Donc voilà, pour répondre à ces deux questions-là, pour privilégier un secteur plus qu'un autre, c'est pas le cas. De toute façon, le fonctionnement sera le même. Et puis au niveau des résidences, nous, c'est vraiment sur les résidences seniors non médicalisées. Merci Marion. Il reste un gros quart d'heure, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions à Léa et à Marion. On va essayer de répondre à tout le monde. On a encore à peu près un petit quart d'heure avec quelques mots évidemment de conclusion. Léa, je me demandais en fait si le retour en France pouvait avoir un impact sur l'avantage fiscal en fait pour nos internautes dans le cadre d'un investissement. Non, aucun impact justement, que vous décidiez de rester dans votre pays d'expatriation ou de rentrer en France. Le LMNP sera toujours d'actualité, donc il n'y a pas de raison que le fait que vous rentriez en France arrête ce statut, puisque les résidents français également en profitent. Et est-ce qu'il peut être intéressant d'investir sous forme de société, je pense au SCI par exemple? Tout dépendra pour quelles raisons vous souhaitez acheter sous forme de société. Est-ce que c'est plutôt pour une future succession ou est-ce essentiellement pour profiter d'avantages fiscaux? Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc là, à ce niveau-là, je conseillerais de nous contacter directement pour qu'on puisse étudier cela ensemble. Alors, on avait une question d'un internaute que j'avais noté. J'ai perdu son prénom, mais il se reconnaîtra. Marion, c'est en fait comment est facturé l'accompagnement de Résidétudes et quels sont les frais de gestion qui sont demandés par Résidétudes? Alors, Résidétudes, donc il n'y a pas de charge de gestion, puisque comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un rendement. Donc, le loyer que vous percevez, il est net. Donc, tout ça, ce sont des frais qui ont été calculés en amont
pour pouvoir justement garantir ce rendement net aux propriétaires. Donc, il n'y a pas de frais de gestion là-dessus. Tout simplement, Résidétudes, donc les gestionnaires exploitants de la résidence, garantit le loyer aux propriétaires et vend des services aux différents locataires qui vont choisir ou non d'en bénéficier. Et c'est de cette façon, puisque c'est le cœur de métier de Résidétudes, c'est cette gestion et cette exploitation, c'est de cette façon que Résidétudes va donc se rémunérer par rapport à la location. Mais c'est ça qui va permettre à la fois de sécuriser le loyer pour le propriétaire et en même temps de pouvoir proposer des biens avec une haute exigence en termes de qualité de logement, d'entretien, de mobilier, etc. Et ça, c'est ce qui permet ce fonctionnement. Alors, quand je vis loin à l'étranger, que je veux réaliser un investissement comme celui-là, quelles sont les différentes étapes finalement pour réaliser cet investissement et comment se déroule concrètement la signature si je suis pas sur place? Alors, l'accompagnement Expat Invest, c'est vraiment un accompagnement qui est complet, qui se divise en plusieurs étapes. Pardon. On a d'abord l'étude, pour pouvoir réaliser une étude et surtout afin d'établir le premier contact, on vous demandera de nous contacter. Et une fois ce contact pris, on va fixer un rendez-vous ensemble, ce qui va nous permettre d'échanger sur votre projet. Alors, différentes possibilités pour cet échange. Il peut être physique si vous êtes de passage en France ou alors si on est en déplacement près de chez vous. Mais si ce n'est pas le cas, on va surtout privilégier l'échange par visio, qui est une très bonne alternative avec Webex, WhatsApp, Zoom, Skype ou FaceTime. Alors, lors de ce rendez-vous, on va vous présenter le fonctionnement et les caractéristiques de l'investissement meublé sur les aspects financiers et fiscaux dans les détails, pour que vous ayez tous les tenants et les aboutissants de l'investissement chez Résidétudes. Ensuite, on va analyser vos objectifs pour vous proposer une solution optimale. Sur ces objectifs, on peut avoir différentes possibilités, comme on l'a vu tout à l'heure, la constitution de patrimoine, la préparation retraite, la protection de la famille, etc. Donc, évidemment, tous ces objectifs peuvent même être complémentaires. Donc ensuite, une fois l'analyse des objectifs validés, on va avoir le bilan patrimonial, c'est-à-dire qu'on va échanger avec vous dans le but de connaître votre situation familiale et financière et fiscale pour vous apporter la meilleure des solutions. Là, c'est surtout pour répondre sur ce premier rendez-vous à deux questions, le pourquoi et le comment. La deuxième étape concerne la sélection, c'est-à-dire que c'est un second rendez-vous en règle générale qui est réalisé une semaine après le premier pour regarder ensemble le montage personnalisé correspondant à votre cahier des charges. On va analyser le budget, le mode de financement, la chronologie des opérations avec un calendrier prévisionnel et enfin le choix du ou des appartements. Cette étude vous permettra, en tant que propriétaire, de valider la solution, futur propriétaire, la solution d'investissement. On passera ensuite à la troisième étape, qui est la réservation. Puisqu'une fois que la sélection est faite, on va vous accompagner sur le processus de réservation, bien évidemment. Alors, c'est très simple, puisque tout est maintenant dématérialisé pour signer les documents en ligne avec un contrat électronique et surtout en toute sécurité. Une fois le contrat signé, la réservation validée par Résidétudes, on va vous accompagner sur toute la démarche de financement, si l'opération est prévue à crédit. Donc, vous pourrez solliciter en tant que client votre établissement bancaire si vous détenez un compte en France ou alors par le biais de nos partenaires financiers, courtiers ou banques en direct. Donc, on va vous accompagner dans toute cette démarche dans un seul but, c'est que vous obteniez bien évidemment les meilleures conditions de crédit. La cinquième et dernière étape qui concerne l'achat, c'est l'offre de prêt, bien évidemment. Une fois qu'elle est obtenue, éditée, c'est là que vous devenez officiellement propriétaire avec la signature de l'acte authentique chez le notaire. Alors ça, c'est vraiment les 5 étapes d'investissement locatif. Bien évidemment, une fois que l'opération est actée, la mission de Résidétudes ne s'arrête pas là puisqu'on se charge donc de la gestion, comme on a pu vous l'expliquer tout à l'heure, grâce au bail commercial. Parfait, merci Léa. On a une question de Laetitia qui demande « Êtes-vous gestionnaire uniquement de résidences que vous concevez et construisez ou un investisseur ayant un immeuble de rapport peut-il vous demander d'assurer la gestion et exploitation ?» Alors bonjour Laetitia, non malheureusement effectivement on est gestionnaire exploitant uniquement des résidences que l'on conçoit, donc dont on est à l'origine. Pour quelle raison? Parce que ça nous permet
déjà on connaît nos besoins en tant que gestionnaire exploitant et ça nous permet d'avoir la maîtrise sur l'ensemble du projet. Savoir qu'avant qu'un projet se mette en place, ce sont des études de marché qui sont réalisées pendant plusieurs années qui nous permettent justement de déterminer si oui ou non on considère qu'à ce moment-là cet emplacement est intéressant. Donc c'est pour ça on ne gère que les résidences duquel on est à l'initiative du projet. Donc, malheureusement, on ne peut pas gérer d'autres biens. Allez, on va aborder les toutes dernières questions. Si vous voulez vous motiver, les internautes, si vous n'avez pas encore eu toutes vos réponses. Alexandre demande, est-ce qu'il y a des clauses d'ajustement, de révision de prix à la baisse dans vos contrats qui vous exonèrent de consulter vos investisseurs, de notification par exemple? Alors, bonjour Alexandre. Non, on n'a pas de clause d'ajustement, de révision de prix. C'est-à-dire que le loyer, c'est-à-dire que le rendement est fixé au départ et ce loyer va évoluer chaque année puisqu'il est indexé sur l'IRL, l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. Il va augmenter, il va prendre l'augmentation du marché immobilier. On ne prévoit pas, bien évidemment, une baisse de loyer ou d'ajustement dans notre bail commercial. Une question très concrète. Est-ce qu'en LMNP, le bien s'acquiert hors TVA? Marion, peut-être? Oui, tout à fait, effectivement. Il s'agit bien donc d'un achat hors taxe lorsqu'il s'agit d'un achat en neuf. Donc, vous bénéficiez de ce remboursement et vous ne financez pas du coup la TVA. Donc, vous échappez à ces 20% de TVA. Mais il s'agit d'un avantage spécifique sur le neuf. Cela dit, on est de toute façon sur les deux marchés. Mais la TVA, c'est par rapport au neuf. D'accord, très bien. On aborde les peut-être 10 dernières minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai une question moi pour le A. Est-ce que je suis libre en fait de choisir quel bien, quelle ville, évidemment quelle résidence où investir, et est-ce qu'on peut revendre aussi quand on veut? Alors oui, le loueur en meublé non professionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, est vraiment synonyme de liberté, que ce soit la localisation, le type de résidence, la taille du bien, le montant financier, l'exposition. Là, vous composez vraiment un cocktail investissement, c'est-à-dire qu'on répond vraiment à toutes vos attentes en fonction de vos moyens et de vos objectifs patrimoniaux, en fait. Comment un rendement peut-il vraiment être sécurisé? Marion, comment est-ce que vous arrivez à proposer finalement ça? Le rendement, il est sécurisé pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, pour le propriétaire, via le contrat, puisque le bail locatif, c'est un contrat d'engagement, donc grâce à ça. Et puis, sécurisé, puisque vous avez quand même un professionnel qui connaît le marché, qui connaît bien ce marché-là depuis maintenant 30 ans. Et comme je disais tout à l'heure, avec des études de marché en amont, donc c'est quand même quelque chose qui permet, dans son ensemble, le fait d'avoir cet accompagnement et toute cette expérience derrière, de sécuriser en fait le projet. Mais concrètement, la sécurité du rendement, elle vient du contrat, du bail locatif. Et est-ce qu'il y a des frais d'assurance dans ce type de contrat? Non, il n'y a pas de frais d'assurance par rapport à la location. Les seuls frais d'assurance qu'il pourrait y avoir, c'est si vous faites un emprunt immobilier. Donc, à ce moment-là, il y a l'assurance liée à l'emprunt. Mais concrètement, liée à la location, non. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le rendement, il est donc net. Et dans net, c'est-à-dire net des charges. Et dans ces charges, c'est donc les charges de copropriété, syndic, mais également les assurances et puis l'entretien et la réparation. Donc, les assurances, c'est Rési d'études qui les prend à sa charge. Donc, Rési d'études fixe le prix des loyers. Comment est-ce qu'ils sont déterminés finalement ces prix de loyer, puisque ce ne sont pas vos investisseurs qui le font? Alors, le rendement est fixé en amont par Rési d'études, donc en prenant en compte des études de marché ainsi que toutes les futures charges prévues. Donc, c'est grâce à ce modèle économique, un modèle qui existe depuis 30 ans, qu'on peut anticiper tous ces frais sur lesquels nous nous basons justement pour sécuriser le loyer. C'est pourquoi le propriétaire signe dès le départ le bail commercial, c'est-à-dire le contrat qui va permettre de connaître le montant du loyer fixé et surtout sécurisé. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, les internautes. On va aborder les mots de la fin. On est presque à une heure de webinaire comme prévu. On peut déborder évidemment un petit peu. Je vois justement une question de Laetitia qui demande en fait, est-ce que passer par vous, par Rési d'études, permet d'avoir des conditions et des taux plus intéressants du fait de votre volume de biens?
Alors, les taux par rapport au crédit. Le taux de crédit, j'imagine. C'est ça la question, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, sur le financement par rapport à l'emprunt, les conditions d'emprunt, elles vont surtout dépendre de votre situation à vous. Évidemment, la banque va regarder sur quel type de bien, quelles sont les sécurités, les garanties, quelles ont été les études à ce niveau-là. Mais les taux, ça va principalement être sur votre situation et donc personnel par rapport à votre dossier. Après, dans l'idée, c'est de pouvoir solliciter peut-être nos partenaires et puis de pouvoir comparer avec ce que vous avez obtenu, ce qui est le plus intéressant. Bien sûr. Dernière petite question, est-ce que le bien LMNP peut prendre autant de valeur qu'un bien classique ? Oui, bien sûr, puisqu'ici, il s'agit d'un investissement locatif lié à un marché immobilier. Donc, que vous décidiez de choisir le statut LMNP en résidence gérée ou alors de gérer un bien en direct avec une agence, par exemple, votre logement, vous êtes bien propriétaire d'un logement. Donc, forcément, au fur et à mesure des années, votre appartement prendra de la valeur si le marché est en évolution. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que vous êtes bien propriétaire d'un logement, d'une acte de propriété et ça va bien évidemment dépendre du marché immobilier et de l'évolution en tout cas de ce marché. Allez, on a une dernière petite question sur la fiscalité. Comment est-ce que la fiscalité peut être égale à 0 et quel accompagnement vous portez à vos investisseurs pour les déclarations fiscales ? Alors, la fiscalité, elle est égale à 0, comme on le disait tout à l'heure, grâce à un amortissement comptable. C'est-à-dire que là, vous amortissez le bien immobilier sur 20 ans et le mobilier sur 10 ans, vous permettant ainsi justement de créer ce qu'on appelle du déficit comptable pendant minimum 20 ans. Alors après, si vous souhaitez avoir bien évidemment des détails à ce sujet, puisque là, on est vraiment sur une question de comptabilité, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple de déclarer ses revenus quand on est propriétaire et surtout quand on n'est pas sur place. C'est pourquoi on pourra vous conseiller un cabinet d'expertise comptable, donc un partenaire qui vous aidera à remplir vos déclarations, qui vous transmettra les bonnes infos et puis surtout il vous assistera pour compléter votre déclaration. Donc il vous rendra en gros la tâche beaucoup plus simple. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Léa, Marion. Je vais vous laisser quelques mots de conclusion. Je vais remercier déjà tous les internautes pour leurs nombreuses questions. J'espère qu'on a répondu à tout le monde et en tous les cas, de toute façon, je sais qu'elle reste évidemment à votre disposition. Je vais vous laisser la parole une seconde, puis après je clôturerai évidemment ce webinaire. Léa, Marion. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions. Merci pour l'invitation, donc Hervé, le petit journal. Voilà, c'est toujours bien de pouvoir répondre à toutes ces questions-là et n'hésitez pas, si on n'a pas pu apporter toutes les précisions, à nous contacter. Merci énormément parce que c'est vrai que c'était une grande première pour nous, donc c'est toujours autre chose, surtout après un confinement, ça fait toujours plaisir. En tout cas, si vous avez des questions précises, comme on le disait tout à l'heure, et si on n'a pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à aller sur notre site internet Expat Invest. On a un formulaire qui va vous permettre de poser justement vos questions. Ou si vous préférez directement passer envoyer un mail directement sur notre boîte mail, l'adresse c'est expat-réside-études.fr. N'hésitez surtout pas à nous solliciter, on est là pour ça. Parfait. Un très grand merci Léa et Marion pour vos explications très claires et très précises. Un grand merci à tous nos internautes qui étaient très nombreux, venus un petit peu partout du monde entier, qui ont posé beaucoup de questions très pertinentes. Vous pourrez revoir dans quelques instants ce webinaire en replay ou le faire connaître à certains de vos connaissances qui pourraient être intéressés par ce sujet. Vous pouvez évidemment rester en contact avec nos expertes et nos experts de Réside Études, notre partenaire, via, comme l'a dit Léa, site internet, réseaux sociaux, adresse mail. Voilà, un très grand merci et vous retrouvez bien sûr, on vous retrouve évidemment sur lepetitjournal.com comme chaque matin, très nombreux et avec un article sur ce sujet dès ce soir en fin de journée et le lien vers le webinaire en replay. Merci beaucoup à tous, passez une bonne journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.